Bienvenue au musée des blindés. Voilà le M3A1. Il s'agit d'un véhicule que vous ne verrez que très rarement puisqu'il est habituellement au fin fond de nos réserves et on ne le sort qu'à l'occasion de démonstrations dynamiques ou de commémorations. C'est un véhicule exceptionnel, un engin construit aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, car l'engin qui est ici, à côté de moi, a été construit en 1942. Il a une histoire absolument exceptionnelle. On va voir ça en détail. On va commencer à l'arrière. Pour que cet engin s'appelle le M3A1, il y a forcément eu un M3. Le M3 était le Light Tank, le char léger utilisé pour accompagner l'infanterie côté américain. Entre le M3 et le M3A1, il y a de toutes petites différences et surtout des points communs. L'un des points communs, c'est ce qu'il y a juste derrière cette porte ici, c'est le moteur. Un moteur d'avion, un 7 cylindres en étoile de 250 chevaux. Alors pourquoi avoir mis un moteur d'avion dans un char d'assaut? C'est tout simple. C'était le moteur le plus puissant disponible à l'époque. On est dans les années 1930 et les États-Unis n'ont pas d'énorme production industrielle en moteur pour char. Donc on utilise la puissante industrie aéronautique qui est disponible et donc on va y mettre un moteur pour avion à l'arrière. Le moteur n'est pas la seule chose qui est en commun entre le M3 et le M3A1. L'autre point commun entre le M3 et le M3A1, c'est tout le train de roulement et les suspensions. Tout est basé autour du principe du bogie. Ce que vous avez ici, c'est un double galet, c'est comme ça qu'on appelle les roues sur un char, et ce double galet est lié aux suspensions qui sont juste ici, derrière cette tôle. Vous avez deux gros ressorts en volute qui vont venir absorber les chocs. Cette suspension est même plus ancienne, puisque s'il y a un M3, il y a eu un M2, et cette suspension provient du M2 qui la tient lui-même d'un char d'assaut de cavalerie. L'engin qui est devant vous est un véhicule d'infanterie, mais à l'époque on pense bien récupérer les bonnes idées. Comme une bonne idée vient de la cavalerie, on va la récupérer et l'installer sur cet engin-là à partir du premier prototype dans les années 1930. Le M3 va ensuite évoluer au fur et à mesure, mais ça, on va le voir plus tard. Le char M3 a été développé dans les années 1930 et sa production commence en 1941. À l'origine, en tant que char d'infanterie, son but c'est d'accompagner le fantassin en faisant baisser la tête à l'adversaire. L'idée, c'est d'avoir un volume de feu tellement gigantesque que l'adversaire ne peut pas combattre le fantassin américain qui s'approche de lui. Pour ça, le M3 est un véhicule qui est rempli de mitrailleuses. Il en avait 5. Le M3A1 en a enlevé 2 et il y a une petite survivance juste ici. De chaque côté, à droite et à gauche, à ce niveau-là, vous aviez une mitrailleuse fixe. Et lorsque le M3 est modernisé en M3A1 en 1942, on se dit que 5 mitrailleuses, ça fait quand même beaucoup, ça fait énormément de dépenses en cartouches. Les 2 mitrailleuses latérales, à droite et à gauche, vont être supprimées, d'autant plus que c'était des mitrailleuses fixes. C'était au pilote de bouger tout le véhicule pour pouvoir braquer les mitrailleuses. Elles ont donc été considérées non utiles, et elles ont été supprimées. On parle du pilote. On va voir où est-ce qu'il est installé. Le pilote est installé juste ici. Il entre par cette grande double trappe et son poste de pilotage n'est pas particulièrement agréable. Tout étriqué, mais c'est loin d'être la pire place. Dans un M3, vous êtes 4 membres d'équipage. Même chose dans un M3A1. Juste à côté du pilote, dans la caisse, se trouve le mitrailleur de caisse. C'est lui qui vient agir sur la mitrailleuse qui est ici, tenue par la rotule de mitrailleuse, à cet emplacement-là. Et le pauvre mitrailleur de caisse n'a que 2 possibilités pour entrer à son poste de combat. Soit il passe par le poste de pilotage, se faufile comme il le peut sur le côté, soit il passe par la tourelle, par les trappes supérieures, descend dans la tourelle, puis par le panier de tourelle, arrive à sa place. Ces 2 hommes-là n'ont que peu de moyens de vision vers l'extérieur. Chacun des blocs frontaux, ici relevés mais qui au combat sont refermés, ont 2 moyens de vision. Ici, ce gros bloc de blindage masque tout simplement une fente de vision, directe, sans aucune protection. C'est pour ça que, lorsque l'on est en combat, elle va être refermée. Ici, de l'autre côté, il y a un système un petit peu plus complexe, qui repose sur un jeu de miroirs et de verres blindés. Il y a un trou tout simplement, mais si une balle ou un éclat passe par ce trou, elle se retrouve piégée dans une sorte de demi-sphère en métal et va se faire bloquer par l'épaisseur du blindage à cet endroit-là. Comment est-ce que le pilote peut voir? C'est tout simple. Au fond de ce piège à balles, il y a un miroir qui va tout simplement rediriger la lumière un petit peu plus bas, via un jeu de miroir, jusqu'aux yeux du pilote qui était à cet endroit-là. Et on peut ainsi voir, alors que à l'extérieur il pleut des balles ou des éclats
de munitions. Les deux hommes en caisse sont protégés par un blindage qui atteint 38 mm d'épaisseur, quasiment 4 cm d'acier. En 1941, c'est relativement bon, mais ça ne met pas à l'abri cet engin-là de la plupart des canons anti-chars du champ de bataille à distance usuelle de combat. Le blindage est plus épais au niveau de la tourelle, il arrive jusqu'à 50 mm d'épaisseur, ce qui là peut éventuellement stopper un obus de 37 mm qui serait tiré à bonne distance. Dans la tourelle, de chaque côté du canon se trouvent les deux autres membres d'équipage. À gauche, ici, une ouverture, c'est pour une mitrailleuse, encore une fois, une mitrailleuse coaxiale au canon. Derrière se trouve le chef de char. C'est lui qui va observer le champ de bataille, identifier les objectifs et ensuite les passer au tireur qui est de l'autre côté, derrière cette ouverture qui a été bouchée. Le tireur effectue auparavant la visée par la lunette qui passait par le trou qui est juste ici. Grâce à cette lunette, il allait viser l'objectif à détruire. Le grand souci de cette lunette, c'est que c'est une grande lunette droite. Et plus le canon monte en élévation, et plus la lunette descend en même temps. Ce qui signifie que le pauvre tireur devait, au fur et à mesure, baisser et fléchir sur les genoux pour suivre la lunette. C'est pour ça qu'elle a, au final, été supprimée, comme on le voit ici, à la fin de la production des M3A1. Et ce système de vision a été remplacé par un autre, que l'on verra tout à l'heure. Le M3 et le M3A1 sont équipés du même canon, le canon de 37 mm, qui sera, à la fin de la production du M3, un petit peu rallongé. C'est un bon canon, surtout au début, en 1941. Il est quand même capable de percer 4 cm d'acier à près de 900 mètres. En 1941, la grande majorité des chars d'assaut adverses vont se faire percer. Et la démonstration à cela, c'est que le M3 va être utilisé pour la première fois sur le champ de bataille dès 1941, mais pas aux couleurs américaines, aux couleurs britanniques. Les Américains n'entrent en guerre qu'en décembre 1941, et quelques mois auparavant, ils envoient des M3 aux Britanniques dans le cadre du Land-Lease. Le président américain, Roosevelt, ne peut pas immédiatement entrer en guerre, mais avant cela, il va commencer à envoyer du matériel aux Britanniques, dont le M3 Light Tank. Il y a cependant un léger problème, les Américains appellent tout M1, M2, M3, M4, et ainsi de suite. Ça signifie tout simplement modèle 1, modèle 2, modèle 3, etc. Et les Américains sont en train, au moment où ils envoient leurs chars légers aux Anglais, en train de préparer un char moyen, qui s'appelle aussi le M3. Ça commence à faire un petit peu compliqué, donc les Britanniques décident tout simplement de nommer ces chars d'assaut américains. M3 va devenir le Stuart. S'il s'agit du M3 moyen, il va être nommé soit Lee, soit Grant. À chaque fois, Lee, Grant, Stuart, puis plus tard Sherman, ce sont des noms américains de généraux de la guerre de sécession. C'est une petite dédicace des Britanniques aux Américains. Quand vous dites Stuart, vous faites donc référence à l'usage britannique du char M3 Light Tank. Les Britanniques l'utilisent et en sont très satisfaits. Le canon de 37 mm est aussi puissant que leur canon de 2 pounder, qui équipait la grande majorité des chars d'assaut britanniques lors de la bataille du désert. Cependant, les Britanniques vont identifier plusieurs problèmes, et c'est ce qui va amener à la construction du M3A1, la version modernisée du M3 tout court. Et les différences les plus visibles de l'extérieur ne sont pas ici au niveau de la caisse ou au niveau de la tourelle, mais elles sont plutôt au niveau du toit de la tourelle. On va aller voir ça. On est ici sur le toit du M3A1. Les principales différences entre un M3 de 1941 et un M3A1 de 1942 sont visibles ici sur le toit de la tourelle. En tout cas, les différences extérieures. Le tireur entre par la trappe qui est ici et son optique principale n'est plus à l'époque sa vaste lunette, mais le périscope qui est juste ici. Ce périscope est lié directement au canon. Et lorsque le canon se déplace, le périscope se déplace aussi. Mais c'est beaucoup plus simple que d'avoir l'œil derrière la lunette de visée. Ici de l'autre côté, on a le périscope du chef de char. Le chef de char, à l'inverse du tireur, a un périscope, lui, rotatif, car le chef se doit de pouvoir observer le terrain, le champ de bataille, car c'est à lui qu'échoit la tâche d'observer le terrain, de repérer les objectifs, de guider le pilote et de renseigner le tireur sur les cibles à acquérir. Sa trappe est juste à côté. Le chef a un deuxième rôle. Une fois que le tireur va acquérir l'objectif à détruire, le chef devient le chargeur du canon. C'est lui qui va mettre les uns après les autres les obus dans le canon. Le M3 à l'origine, comme je vous le disais, était un char d'infanterie, fait pour être utilisé au combat, aux côtés des fantassins, avançant vers les lignes adverses. En tant que char d'infanterie, le M3 doit donc être amené au corps à corps. Et au cas où, vous avez 3 ouvertures
pour combat au corps à corps sur la tourelle. Ce sont des pistol ports, des ouvertures par lesquelles on va pouvoir combattre au pistolet depuis l'intérieur du véhicule, au corps à corps, littéralement. Cependant, ces ouvertures finiront par disparaître. Sur notre M3A1, 2 des 3 ont été soudés pour renforcer la solidité structurelle du véhicule. Puisque peu à peu, le M3 va changer d'utilisation et va passer d'un char d'infanterie à un char de reconnaissance. Cette transformation va se faire au fur et à mesure que les chars d'assaut allemands deviennent de plus en plus puissamment blindés, de plus en plus puissamment armés, ce qui va condamner le M3 en tant que char de combat, en tant que véhicule utilisé dans la mêlée. Et au fur et à mesure, en tant que char de reconnaissance, l'intérêt du véhicule est de rester à bonne distance de l'adversaire et donc il n'y a plus besoin. Éventuellement, celui qui est à l'arrière est pas mal du tout, le cas échéant, pour évacuer les douilles qui se sont accumulées dans la tourelle. Une autre chose très importante pour un véhicule de reconnaissance, à part la vitesse, qu'a déjà le M3, c'est l'autonomie. Et c'était l'une des principales choses dont se sont plaints les Britanniques. Le M3 n'a pas assez d'autonomie. Le moteur qui est juste en dessous de nous consomme quand même 200 litres au 100 km. Et malheureusement, à l'intérieur du M3, vous n'avez que 200 litres d'essence. Donc 100 km d'autonomie. C'est très très peu dans le désert. Les Anglais vont bidouiller, mais sur le M3A1, cette bidouille devient quelque chose de pris en compte en série. C'est l'installation de 2 bidons d'essence supplémentaires. Juste derrière ce bouchon blindé se trouve l'accès vers les réservoirs internes. Ici et là se trouvent 2 tôles soudées en pente où prenait place un bidon supplémentaire de 94 litres d'essence. Il y avait la même chose de l'autre côté. 2 gros bidons d'eau. Avec ces 2 gros bidons, on double l'autonomie du véhicule. Cependant, ça pose 2 problèmes. Premier problème, ça va gêner la rotation de la tourelle. Deuxième problème, vous avez quand même quasiment 200 litres d'essence qui sont là, assises, sur le toit de votre véhicule. Autant vous dire que ça fait une cible rêvée. Pour ces 2 raisons, les 2 barils sont largables. Regardez un petit peu le tuyau qui est ici. Dans ce tuyau, à l'origine, vous aviez un petit câble qui passait et qui était relié à ces 2 loquets. Les 2 loquets maintenaient en place 2 sangles qui venaient de l'autre côté du baril s'accrocher ici et là. Une fois que ces barils étaient jugés trop dangereux, soit qu'on commence à vous tirer dessus, soit qu'ils sont vides ou quasiment vides et que vous avez besoin de faire tourner à fond votre tourelle, eh bien on va tirer une manette à l'intérieur qui va libérer les loquets, libérer les sangles, et donc les bidons qui sont sur ces petites pentes vont tout simplement rouler et tomber à la renverse. Tout ça depuis l'intérieur, et tout ça se fait tout en verrouillant le circuit d'alimentation en essence. Le M3A1, après être devenu un véhicule de reconnaissance, va être peu à peu remplacé dans ce rôle par le M3A3, puis le M5. D'un autre côté, en tant que véhicule d'accompagnement de l'infanterie et véhicule de combat, il va être remplacé par le Medium Tank M4, surnommé par les Britanniques Sherman. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter bien entendu. Et surtout, très important, n'hésitez pas à commenter quel est le prochain véhicule que vous voudriez voir dans nos histoires d'acier. Et à très bientôt au Musée des Blindés.